Aujourd'hui, j'aimerais te parler de mon rapport au THC puisque beaucoup de choses ont changé depuis que j'ai fait cette série de vidéos-ci. Pour les personnes qui l'ont pas vu, en gros, c'est des vidéos que j'ai fait il y a plusieurs années dans lesquelles je racontais déjà comment j'ai commencé à consommer cette substance qu'est donc le THC, le cannabis, tu l'appelles ça comme tu veux, les joints, on s'en fout. Donc j'expliquais comment j'avais commencé, pourquoi j'avais continué d'en consommer toujours plus, notamment au début, et surtout comment j'avais développé une addiction et pourquoi c'était en train de me gâcher la vie. Donc j'avais expliqué voilà, tous ces aspects-là, et surtout j'essayais de partager les outils qui me permettaient de diminuer ma consommation, ou en tout cas de viser une forme d'abstinence, chose que j'ai réussi à obtenir pendant plusieurs mois, et ça s'est reproduit. Disons, j'ai eu plusieurs périodes de ma vie pendant lesquelles j'étais complètement sobre, en tout cas de cette substance. Je précise de cette substance parce que c'est pas parce que j'étais sobre de THC que je l'étais, par exemple, de médicaments, notamment d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et ce genre de choses. Et donc voilà, j'avais partagé tout ça, j'avais réussi aussi à encourager beaucoup de personnes à arrêter à leur tour, qui m'avaient expliqué que ces vidéos-là les avaient, leur avaient permis justement d'entamer un processus aussi de sevrage et d'abstinence plus ou moins complète. Donc voilà, j'étais trop contente d'avoir fait ces vidéos, j'étais trop contente d'avoir les retours, et c'est notamment entre autres pour ça que j'ai pris autant de temps avant de revenir pour parler de ce sujet, puisque, comme tu as pu le voir dans le titre, je ne suis plus abstinente aujourd'hui. Alors je t'arrête tout de suite, ça veut pas dire que je compte rester dans cette situation-là, parce que j'aimerais revenir en fait à la sobriété, j'aimerais revenir à l'abstinence complète. En tout cas, c'est dans mes objectifs de vie sur le long terme, mais pour l'instant, je n'y arrive pas, et j'aimerais t'expliquer du coup les raisons, pourquoi, et surtout comment maintenant je consomme cette substance pour justement minimiser un maximum l'impact négatif que ça peut avoir sur moi, et surtout t'expliquer pourquoi je pense quand même que la sobriété reste un horizon souhaitable, en tout cas pour une personne comme moi. Alors je sais plus exactement quand j'avais terminé cette série de vidéos, mais une chose est sûre, quand j'ai vraiment expérimenté la sobriété totale de THC sérieusement sur une durée assez longue, c'est quand j'ai entamé mon traitement antidépresseur et anxiolytique en 2020. C'était la première fois de ma vie que je prenais des médicaments pour des troubles psychiques, et en fait je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour que ces médicaments me sauvent la vie, puisque c'était une période de ma vie où j'étais en danger pour moi-même et tout. Enfin bref, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, notamment dans cette série-là, cette playlist dans laquelle j'ai mis toutes les vidéos de ma chaîne qui parlent des troubles de la santé mentale, etc. Et donc à partir de cette année-là, quand j'ai commencé ces traitements, j'ai arrêté toute forme de THC possible et imaginable, parce que je voulais vraiment que les médicaments agissent de manière positive sur moi. Je sais plus exactement combien de temps cette période a duré, mais elle a duré, je pense honnêtement, une bonne année. Je crois que vraiment on peut compter en moi les périodes pendant lesquelles j'ai pas touché du tout du THC, mais vraiment au bout d'un an, voilà, il y avait toujours un peu des mini craquages, des mini moments un peu où tu perds de vue ton objectif, et ça m'arrivait des fois justement au bout d'un an, que ce soit en soirée, j'allais plus trop en soirée parce que voilà, c'était le Covid, et qu'en plus de ça j'étais en méga dépression, donc bref, les occasions pour sortir étaient rares, mais des fois ça m'arrivait de tirer un peu sur un pet, ou de me dire que c'était pas très grave et tout. Pendant un temps j'ai essayé le CBD, qui a été une bonne béquille, mais qui m'avait pas trop satisfait, parce que j'en avais parlé justement dans cette vidéo où je parle exclusivement de CBD. Et donc comme je l'expliquais dans cette vidéo, le CBD, oui, mais ça restait frustrant, ça restait trop cher, ça restait pas assez efficace par rapport à ce que je recherchais et tout. Donc le CBD m'aidait, mais c'était vraiment la solution vite fait comme ça. Je sentais bien que pour fonctionner, pour me sentir apaisée et tout, malgré les médicaments, malgré le suivi thérapeutique, malgré le CBD et tout ce que tu veux, il y avait toujours quand même quelque chose qui me ramenait à cette envie de consommer. Et donc à la fin de mon traitement, du coup, pour cet épisode-là, j'ai passé plusieurs mois à vraiment essayer de vivre sans rien. C'est-à-dire que je prenais plus de médicaments, j'avais arrêté, j'en avais plus besoin. Je m'étais remis en tête qu'il fallait que je redevienne abstinente comme quand j'avais commencé les médicaments, pour mettre à nouveau toutes les chances de mon côté. Je me suis dit, ok Caro, maintenant t'as plus de médoc, maintenant t'as fait ta thérapie et tout, là c'est bon, ça y est, c'est le moment de vivre une vie qui vaut la peine, en tout cas pour moi, à mes yeux, que je la vive, puisque je rappelle que j'étais dans un épisode dépressif extrêmement grave, donc me projeter, aimer, me lever le matin et apprécier mon existence, c'était une lutte de tous les jours qui
qui a duré très 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 longtemps, plus d'1 an. Et donc vraiment, j'étais arrivée à un point de ma vie où je me suis dit, là, ok, c'est maintenant que je vais commencer à apprécier la vie, c'est maintenant que je vais commencer à être moi-même. Cette période-là, c'est notamment quand je suis revenue vivre chez ma mère, je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, je vivais dans un studio avec mon ex, je l'avais quitté. J'étais revenue vivre chez ma mère et j'avais fait des vlogs là-dessus, et justement dans ces vlogs-là j'expliquais comment je faisais pour réussir à m'endormir sans médicaments, sans THC, en ayant une situation dans laquelle voilà, t'es dans une rupture, donc c'est pas la meilleure des situations pour s'endormir, dans l'apaisement, etc. Et donc voilà, je partageais un peu mes tips pour réussir à m'apaiser dans une situation pareille, pour justement un futur plus souhaitable en fait. J'étais en train de me remettre, j'étais en train d'assumer que je voulais fréquenter des femmes, j'étais en train de changer physiquement aussi, donc vraiment il se passait plein de choses, et je me suis dit, à nouveau, là, il faut que j'ai la tête claire et qu'il y ait rien qui vienne interférer dans mon bien-être, donc mets toutes les chances de ton côté. Sauf que j'ai été rattrapée par la réalité de ma condition personnelle, j'ai rechuté à plusieurs reprises, j'ai documenté ces rechutes notamment dans cette vidéo-ci, et c'est pas les seules parce que voilà, j'en ai eu plusieurs en fait, et j'ai pas à chaque fois fait des vidéos pour expliquer mes rechutes, mais en gros j'ai constaté que ok, j'avais eu la paix pendant quelques semaines, quelques mois, mais j'étais vite rattrapée par ce que j'appelle mes démons, mais c'est pas des vrais démons, enfin t'as capté, c'est une image quoi, pour dire en gros tous ces trucs contre lesquels je me bats depuis longtemps et qui reviennent sans cesse et qui me pourrissent la vie. Et donc quand je rechutais, inévitablement, soit c'était parce que j'étais retombée dans une consommation de THC qui n'allait pas et qui provoquait ma rechute, ou en tout cas qui la favorisait, ou soit juste j'avais une rechute parce qu'il se passait une dinguerie dans ma vie, ou juste que j'avais pas géré une situation sans forcément consommer, mais le fait que je rechute me donnait une excuse pour me dire de toute façon, allez nique sa mère, c'est bon, ça sert à rien, donc tout ce que je mérite c'est de m'exploser la gueule et mourir jeune et on s'en fout, et bref, et d'avoir un peu ce truc de toute façon pourquoi je me bats pour ma vie, je sais même pas pourquoi je suis là, j'aime pas exister et tout, et donc voilà, tout ça qui forcément favorise à nouveau ce type de consommation. Donc pendant plusieurs années j'ai été dans des périodes où j'arrêtais, je fumais que du CBD, j'essayais de m'en contenter, des fois j'essayais même de me passer de CBD mais j'y arrivais pas, des fois je me remettais à consommer du THC traditionnel entre guillemets, et de passer de l'un à l'autre. Bien sûr qu'il y a des solutions idéales non chimiques qui se basent juste sur une hygiène de vie, un quotidien, mais en fait ça c'est pas toujours accessible, et ça l'est même très rarement vu la société dans laquelle on vit. Et moi, par rapport à mes conditions personnelles, les capacités, les ressources que j'ai dû faire face à ce choix de me dire, écoute, si tu te fies à la réalité de ce que tu vis et de ce que tu sens, là maintenant, si t'essayes coûte que coûte de rester sobre alors que t'y arrives pas, et alors que ça te fait avoir des rechutes violentes, au pire, accepte meuf, accepte, c'est pas grave, que t'as besoin d'un truc tous les jours qui te permette de baisser en tension, de calmer tes nerfs, de calmer l'angoisse, qui te permettent de dormir aussi, parce que ça c'est une grande problématique dans ma vie, le sommeil vraiment, enfin bref. Et du coup c'est comme ça que j'ai réussi entre guillemets à arrêter de m'en vouloir et à arrêter de me voir comme une arnaque, comme je ne sais quoi, enfin voilà, me dévaloriser sous prétexte que j'avais pas réussi à tenir mon abstinence. Et c'est super dur je trouve d'établir la limite entre je me conforte dans mon addiction, je laisse l'addiction prendre le dessus et gâcher ma vie comme avant, etc. C'est dur de faire la différence entre ça et accepter qu'on a cet usage-là, le cadrer, le réduire le plus possible en termes de risques. Ça s'appelle juste la réduction des risques. En fait, c'est une manière d'appréhender les addictions dans le milieu du travail social et de la médecine, justement, qui est alternative au sevrage complet. Donc, cette deuxième option de me dire, bon, je vais pas me conforter dans mon addiction et faire comme si de rien n'était et me mentir à moi-même, mais je vais juste accepter la situation telle qu'elle et essayer de l'assumer, et surtout d'établir un cadre qui me permette de ne pas partir complètement en couille. Mettre la limite entre ces deux choses a été très très compliqué. Et ça m'a pris énormément de temps avant de trouver quelque chose qui vraiment me corresponde, me fasse sentir alignée avec moi-même et ne m'alimente pas justement un mécanisme de dévalorisation de soi et d'auto-flagellation, d'auto-détestation et tout, parce que ce mécanisme-là, on le sait très bien, c'est entre autres un des déclencheurs de consommation en fait, et de pourquoi on va s'en prendre à soi-même et on va se faire du mal. Donc justement l'idée c'était de ne pas rentrer dans ce cercle vicieux
tout en réussissant à accepter cette réalité que j'ai du mal à accepter. J'ai du mal à accepter que j'ai des problèmes mentaux, j'ai du mal à accepter que je vais avoir besoin de l'aide du corps médical pendant plusieurs années encore, probablement pour réussir à vivre sans me mettre en danger de manière, cyclique. Et j'ai du mal à l'accepter pour plusieurs raisons. J'en ai parlé notamment dans cette vidéo-ci où je parle de ce que je pense de mon diagnostic psy. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sous mes vidéos pour me dire « Mais Caro, tu vois bien que tous ces trucs c'est de la merde, ça fait des années que tu vas voir des psys parce qu'en fait t'as rien à réparer, c'est pas toi qu'il faut réparer, c'est la société qui rend les gens malades et qui viennent me parler d'antipsychiatrie, d'antivalidisme, de sanisme, de lutte en fait... justement contre ces discriminations-là qui concernent les personnes handicapées et ou malades chroniques. Et j'entends et je partage cette pensée. J'ai même étudié ça quand j'étais en sociologie. Pendant 6 mois, j'ai fait un semestre de sociologie du handicap. J'ai fait pendant 6 autres mois un semestre de sociologie de la médecine. Donc c'est des choses que je connais et j'ai conscience de ça. Si vous voulez, je sais très bien que le trouble borderline, il est descendant de l'hystérie et puis qu'en fait l'hystérie c'est de la merde et que la psychiatrie, il y a plein de trucs qui sont horribles en psychiatrie, qui sont à remettre en question. Pendant un temps, l'homosexualité c'était vu comme une maladie à soigner. Enfin bref, je sais très bien tous les cadavres que la psychiatrie a dans son placard et comment en fait, oui, d'une certaine manière, l'entreprise psychiatrique fonctionne comme l'entreprise carcérale, c'est-à-dire trier les gens normaux, des gens pas normaux, les déviances, des comportements souhaitables, etc. Tous ces trucs, je les sais en fait. Le problème, c'est que je vis encore dans ce monde-là. Je suis encore soumise, comme vous, comme tout le monde en fait, à des injonctions qui me disent qu'il faut que je sois fonctionnelle, qu'il faut que je génère de l'argent, qu'il faut que je sois autonome, qu'il faut que je gère mes émotions, qu'il faut que je fasse attention à comment je me comporte avec les autres, etc. Je vis dans une société comme toi, en fait, et du coup, je dois m'y plier, et dans la mesure du possible, je fais de mon mieux pour y correspondre le plus, même si ce que la société attend de moi sont des choses que je critique, que je combats, mais cet entre-deux à trouver, c'est une lutte pour tout le monde, en fait, à soi, de décider, chaque personne de décider à quel point j'ai envie de me conformer à ce système ou pas, à quel point j'ai envie de mettre des efforts pour me conformer ou pas. Et il y a des gens qui ne peuvent faire aucun effort pour des raisons évidentes de manque de ressources, de manque de soutien, de réseau, etc. Il y a d'autres personnes comme moi qui ont peut-être des ressources pour fournir ces efforts, pour essayer encore et encore de se conformer à une norme, etc. Il y a des gens qui ont des ressources extrêmes qui leur permettent justement d'avoir les mêmes problèmes que moi par exemple, mais de les régler beaucoup plus facilement, etc. Bref, chacune fait comme il peut avec les moyens qu'il et elle a, et c'est ce que je vis en fait. Moi là, je dois faire des choix entre je crois pas en fait en toutes ces normes, je ne crois pas en fait en toutes ces attentes qu'on a de moi, mais d'une certaine manière, si je veux obtenir ce que je souhaite dans la vie, je suis obligée de m'y plier. Donc oui, je suis obligée de trouver un moyen d'être un être humain fonctionnel, normal entre guillemets, même si cette norme c'est de la merde, même si cette norme j'en veux pas, même si cette norme elle repose sur des principes éclatés au sol, elle existe quand même en fait. Donc oui, d'une certaine manière, je suis d'accord avec toi si tu penses que tous ces trucs c'est mettre un pansement sur une hémorragie, oui. Dans un monde idéal en fait, y aurait pas d'inégalité sociale, il y aurait pas de gens précaires, il y aurait pas de personnes traumatisées, il y aurait pas de personnes laissées à l'abandon et lâchées dans la nature, livrées à elles-mêmes, etc. Mais nous ne vivons pas dans ce monde. Moi, je dois vivre avec la réalité du fait que, ah oui, mon trouble, en réalité, si on prend un pas de recul, alors c'est pas vraiment un trouble borderline, en fait. C'est du syndrome de stress post-traumatique complexe, parce qu'en fait, ça croise d'autres diagnostics qui, en fait, sont pas vraiment des diagnostics psychiatriques, mais juste des conditions matérielles de vie, que nanani, que nanana. Oui, je sais tout ça. Maintenant, est-ce que ça me permet, à moi, au quotidien, d'avoir une vie qui me permette de m'y sentir bien ? Non, parce qu'en fait j'ai pas encore smash de système et je vais encore moins le faire seule en fait, et le temps que ce monde parfait puisse s'installer, il va s'en passer en fait des années, et donc il faut qu'on puisse faire avec ce qu'on a, et moi là ce que j'ai c'est des ressources psychiatriques, médicales, etc. En tout cas c'est ce qui est accessible pour moi dans mon pays avec les assurances qui existent et tout, et donc c'est ça que j'essaye de faire, de trouver la solution par moi-même, même si la solution devrait être collective, devrait être sociale, devrait correspondre à des changements structurels profonds de notre monde, mais c'est pas encore le cas, et donc il faut faire en attendant comme on peut. Donc je tiens à le dire parce que ça c'est quelque chose avec laquelle je suis pas d'accord.
Non, ça ne me sert pas à rien, toutes ces années de thérapie. Non, je ne suis pas en train de me perdre encore et encore dans des diagnostics à la mode parce que je veux absolument mettre des mots sur des choses qui n'existent pas ou je ne sais quoi, parce que c'est des reproches qu'on m'a déjà faites. Non, j'essaye juste de faire de mon mieux dans les conditions dans lesquelles je suis. Et mon mieux, forcément, correspond à une forme de conformité sociale. Donc voilà. Et là, quand j'ai dû faire ce choix de me dire, bon, accepte que tu n'es pas capable d'être sobre pour l'instant. Très important le pour l'instant, parce qu'il ne faut pas se fermer la porte à un potentiel changement et un potentiel changement positif. Et ben, le fait de me dire juste ça, d'accepter ça, ça m'a permis aussi de faire un peu la paix avec moi-même et d'arrêter de me détester. Parce que le problème, si je reconsommais du THC en culpabilisant, c'est que ça ne m'aidait pas. Parce que oui, en surface, ça me permettait de me sédater, de me faire dormir, de calmer mes angoisses, etc. Mais ce rapport conflictuel à la substance et cette culpabilité ressentie ne permet pas de profondément avancer, en fait. Donc il a fallu, à un moment donné, que je constate cette réalité, que je fasse un choix, de me dire, ok, soit tu prends le risque de continuer à t'obstiner à être sobre, au risque voilà, d'avoir des explosions borderline comme on les connaît bien, etc. Soit tu acceptes la réalité de ce monde, tu acceptes que comme tout le monde, tu mets des pansements sur des hémorragies, mais tu essayes de faire en sorte que ce soit le moins impactant négativement possible. Je pense aussi que c'est juste que j'ai gagné en maturité parce que je réalise en prenant un peu d'âge, je sais que je suis très jeune, mais je réalise quand même en côtoyant des personnes maintenant d'une autre génération, de 10 ans, plus d'écart d'âge que moi, etc. Je me rends compte aussi que la vie c'est court, ça passe vite et que oui, dans un monde idéal, tout le monde devrait avoir les clés pour pouvoir faire des choix libres et éclairés, conscients, avec toutes les ressources nécessaires, machin. Mais en fait, non. Des fois, le temps, il passe. Des fois, la vie, elle te rafale la gueule. Et juste, toi, tu dois faire en sorte de continuer d'exister d'une manière supportable. Parce que en fait, c'est ça que des gens ont du mal à comprendre, c'est que la vie est insupportable pour beaucoup d'entre nous. Il y a juste des gens qui ont accepté cette insupportabilité, qui ont trouvé un moyen de s'en accommoder, qui font un déni par rapport à ça, et juste qui ont une existence qui peut-être d'un point de vue extérieur peut être médiocre, mais d'un point de vue intérieur peut être juste ce que c'est en fait. Et quand je pense à ces personnes-là, je pense typiquement à des personnes comme mon père. C'est quelqu'un qui a souffert énormément, c'est quelqu'un il n'a pas spécialement d'addiction aux drogues ou quoi, mais c'est quelqu'un qui voilà n'a jamais eu l'aide dont il a eu besoin, c'est quelqu'un qui a probablement eu énormément besoin d'aide et qui ne l'a jamais obtenue et qui du coup je pense juste traverse l'existence d'une manière qui doit être horrible à vivre, mais il s'en est accommodé et voilà. Et il y a d'autres personnes qui vont faire en sorte d'ouvrir les yeux, qui vont faire en sorte de casser justement les schémas traumatiques transgénérationnels, qui vont essayer de justement faire mieux entre guillemets que les générations précédentes, qui vont essayer de progresser, d'avancer, etc. Mais voilà, qui vont nager à contre-courant parce que la société entière ne permet pas en fait d'entreprendre ces étapes-là de guérison. Et il y a d'autres personnes qui ouvrent les yeux. Et parmi ces personnes qui ouvrent les yeux là-dessus, qui sont conscientes de tout ce qu'on connaît, nous, notre génération à nous, avec Internet, avec les réseaux sociaux, des gens comme moi qui ont grandi avec les ressources. Parce que moi, j'ai grandi avec des explications sur la psychologie, avec des ressources sur c'est quoi une addiction, c'est quoi les traumatismes, la psychologie des enfants, comment les traumatismes infantiles ils peuvent impacter la vie d'adulte, sur les pratiques d'éducation violente, etc. Enfin, tous ces trucs, c'est des ressources que moi, j'ai pu avoir, les gens de ma génération et des suivantes ont pu avoir. Donc, par rapport aux générations d'avant, on se dit mais en fait, il y a rien qui va. Comment c'est possible que dans la génération de mes parents, on faisait boire du vin à des enfants de 13 ans ou on leur laissait fumer des clopes à 15 ans alors que aujourd'hui ce serait inacceptable? Comment c'est possible que dans la génération de mes parents, on frappait les enfants en cours alors que dans ma génération ce serait inacceptable et tout? Donc on est toute une génération de gens qui veulent faire mieux, qui veulent ouvrir les yeux, qui veulent arrêter de s'enfoncer dans une merde.
Et parmi ces gens-là, il y en a qui ont les privilèges nécessaires pour pouvoir voilà, construire la vie idéale de leurs rêves qu'ils veulent en ayant absolument tout. Et il y a d'autres gens qui peuvent pas, et du coup qui doivent s'accommoder de l'insupportabilité des choses comme ils peuvent en fait. Et je sais qu'en parlant comme ça, je dresse une vision de l'existence qui n'est pas super positive, mais c'est le point en fait. Je suis quelqu'un qui a une vision des choses qui n'est pas super positive, due justement à mon vécu, aux troubles que j'ai eus et à mes difficultés du quotidien. Donc c'est justement contre ça que je me bats. Justement, je me bats pour avoir une vision de la vie plus belle, plus positive, plus pleine d'espoir, qui me donne envie en fait de mettre ces efforts-là et de trouver des ressources pour pouvoir la savourer au mieux. Et malheureusement, voilà, je suis face à certaines limites qui font que j'y arrive pas. J'y arrive pas sans avoir une aide chimique pour l'instant. Et Dieu sait que j'ai essayé d'autres choses, hein, parce que là, ça fait bientôt 2 ans que je me suis mise au sport de combat. Je m'entraîne à hauteur de 3 fois par semaine, minimum 2. Mais je m'entraîne à hauteur de 3 fois par semaine tout en en ayant un travail à côté, tout en étant active et tout. Et ça ne m'apaise pas, ça ne me fatigue pas assez pour que je me sente apaisée le soir quand je rentre chez moi et que je puisse m'endormir dans la sérénité. Non, j'ai encore besoin de quelque chose qui me permette de baisser la tension, de baisser les nerfs, de baisser la colère, de baisser les émotions, de baisser... Bref, d'atténuer tout ça, toujours. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit « Mais Caro, en fait, voilà, c'est la société qui est malade, les personnes sensibles comme toi, vous devez rester sensible parce que si vous essayez de vous inhiber dans vos émotions, vous allez être comme nous, entre guillemets, devenir des robots qui ne questionnent rien, qui ne ressentent rien, etc. » On parle pas de ça non plus. Je pense pas que ma sensibilité, il faille que je la garde coûte que coûte parce que c'est rare d'avoir des gens qui sont encore aussi sensibles dans une société qui est aussi horrible. Ma sensibilité me fait souffrir en fait, ma sensibilité me pèse, ma sensibilité me met en danger. Donc je pense que je vais choisir moi la façon dont j'ai envie de la cultiver et si oui comment, mais je vais pas me forcer en fait à la faire exister quand elle me fait souffrir. Et donc voilà, j'essaye d'accepter ce besoin d'aide, j'essaye d'accepter que voilà, tout le monde a des problèmes et le mien c'est celui-là. Y a des gens qui décident de ne pas voir en face les problèmes qu'ils portent au quotidien. Moi, j'ai décidé de réaliser que ce problème-là portait un nom, qu'il pouvait avoir de l'aide, et c'est pas qu'un problème, hein. On parle de trouble borderline, mais avant le trouble borderline, on m'a diagnostiqué anxio-dépressive. Et là, maintenant, on est en train de me dire, en fait, tous ces trucs borderline, peut-être ça peut être expliqué aussi par un trouble TDAH. Et en plus de ça, à côté, des gens qui vont te dire, mais hein, tous ces trucs, c'est juste des tendances à la mode, et puis machin. Enfin bref, devoir deal avec tout ça. Il y a des gens qui décident de pas le voir et de s'en foutre et de juste continuer d'exister sans trop réfléchir. Il y a des gens qui réfléchissent trop, il y a des gens qui réfléchissent mais qui essayent d'arrêter de réfléchir comme moi. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'actuellement, comme tu peux l'entendre, c'est toujours un peu confus, mais j'en ai discuté avec ma psychiatre et elle m'a dit clairement que vu l'état actuel des choses, effectivement c'est mieux que je me contente de ma petite consommation de THC tous les soirs, plutôt que de me bourrer d'anxiolytiques qui sont encore plus addictifs, qui sont carrément addictifs physiquement en fait, et dangereux pour la santé, etc. sur le long terme. Et en fait, au final, ça revient au même. En fait, ça revient au même. J'utilise un truc pour ralentir ma tête qui me sédate et qui sur le long terme peut me faire du mal. Oui, dans un cas, une substance addictive dangereuse peut mener à la mort, et dans l'autre, on est dans un cadre thérapeutique suivi avec des dosages, un ou une thérapeute, etc. Bien sûr, c'est des situations différentes. Mais dans tous les cas, at the end of the day, l'objectif est le même, apaiser la tension, calmer la personne, lui permettre de moins souffrir. Et donc là, j'essaye de rester, entre guillemets, dans mon addiction, dans un cadre, donc de la rendre thérapeutique. Et en plus de ça, la weed en général, bon ça on pourrait faire tout un sujet là-dessus, la weed en soi, c'est une bête de plante, on peut en faire des trucs de ouf, ça peut être tellement bénéfique, ça peut être tellement thérapeutique, et les vertus de la weed sont largement documentées, largement étudiées, etc. Donc ça, je sais. Moi, ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'adolescents comme celle que j'ai été ont accès à cette substance. Ils ont accès d'une manière qui ne leur permet pas de la consommer d'une façon qui soit bénéfique pour elles et pour eux. Et qui justement finissent par tomber, sombrer, etc. Comme ça a été mon cas. Je m'éparpille. Je te parlerai
ce que je suis en train d'entreprendre actuellement pour voir si les difficultés que je continue de rencontrer ne sont pas explicables par potentiellement un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité nommé TDAH. Parce que justement, une de mes grandes frustrations, c'était de me dire mais comment c'est possible que j'ai l'impression d'avoir toujours un peu les mêmes problèmes. Alors je les gère beaucoup mieux, ils sont beaucoup moins fréquents, c'est beaucoup moins insupportable à vivre et c'est beaucoup moins explosif. Mais c'est toujours là. Et c'est toujours là assez pour me faire sentir en difficulté au quotidien en fait. Et je parle de difficulté, je te parle pas d'inconfort, je te parle vraiment de souffrir en fait. Et moi j'aimerais justement ma quête depuis des années, ce que je fais avec mes vidéos, ce que je fais quand je vais dans ces foutus cabinets de psy, et encore et encore et encore. Tout ça, mon but, c'est de minimiser le plus possible la souffrance en fait, que je peux ressentir et de la partager pour faire en sorte que la souffrance d'autres personnes puisse être diminuée le plus possible aussi. Donc voilà pour ce petit point. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Pour les nouvelles du coup, la quétiapine, ça fait 2 ans que je la prends à micro-dosage, mais je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter justement parce que dans ce choix que j'ai dû faire, j'ai décidé que je préférais quand même le THC à la quétiapine en termes d'effets et de ce que ça peut faire sur le long terme. J'ai pas envie de rester avec ces 2 substances parce que sur le long terme justement ça risque de me griller le cerveau et j'ai pas du tout envie que ça arrive. Les neuroleptiques, les antipsychotiques, tout ça c'est très controversé parce que justement c'est typiquement le genre de médicament que les gens ont peur de recevoir quand ils vont chez le médecin parce que la plupart du temps les personnes qui vont chez un médecin psychiatre ils se disent ah non mais on va me donner des trucs qui vont me shooter la gueule et qui vont me faire zombie. On parle de ce genre de médicaments là. Et moi, vu que je les prends en microdosage, ça me shoote pas au point que je deviens un zombie, mais c'est vrai que sur le long terme, c'est pas du tout bon pour le cerveau, c'est pas du tout bon pour le développement, etc. Avec l'accord de mon psychiatre, je suis en train d'arrêter la quétiapine et en train de faire du coup un processus pour voir si le traitement TDAH me permettrait de me sentir mieux que le traitement quétiapine. Je pourrais faire les deux. Je pourrais prendre de la quétiapine et de la ritaline par exemple, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, ça me fait un peu peur. Je pense que c'est un cocktail pour le corps qui ne doit pas être très très bon, même s'il n'y a pas spécialement d'interaction. Donc voilà, je continue ma quête, je continue de tâtonner, je continue d'essayer, de voir comment je peux continuer d'avancer. Et voilà. J'espère que ma vidéo aura pu être utile d'une certaine manière. Si de manière générale mon travail te plaît et que tu veux le soutenir, tu peux le faire en me faisant un tout petit don sur ma plateforme Tipeee. C'est un moyen pour moi de continuer à faire mes vidéos de la manière la plus autonome possible et ça fait la différence au quotidien pour moi. Donc merci infiniment aux personnes qui font des dons, ne serait-ce que de 50 centimes ou 1 euro. Vraiment, je vous jure, ça fait toute la diff. Donc merci du fond du cœur si tu l'as déjà fait ou si tu comptes le faire. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort. Donc si tu me fais un petit don de 50 centimes ou 1 euro, pardon. En plus de ça, je demande jamais des dons aussi hauts. Oh là là, je vais le refaire.